Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes toujours lundi 7 novembre 2022 et je continue mes délires philosophiques à partir de cet ouvrage Hegel, Sa vie, son œuvre, par Jacques Dante, écrit en 1967. Voilà. Donc, la façon dont je pratique est toujours identique. Je lis, je découvre en même temps que je lis et je commente quand je sens que j'ai envie de commenter. Donc, on est au deuxième chapitre de la philosophie, la culture. J'ai lu déjà une première partie, je continue, et c'est en lien avec la théorie de la mécanique universelle que je développe sur donc le site mécaniqueuniverselle.net, une théorie téléologique qui s'intéresse à l'étude des fins dernières des choses, mais moi principalement de l'humanité. Où va l'humanité et j'essaie de démontrer qu'elle va vers son ultime perfection. Ultime perfection parce qu'elle est toujours parfaite au présent, parce qu'elle ne peut pas être autre chose que ce qu'elle est. Voilà, là, si on arrête aujourd'hui, là, à l'instant T, l'humanité, elle est parfaite parce qu'elle, voilà, elle est à un certain âge de son évolution, comme un adolescent est parfait en tant que quand il est en état d'adolescence, peu importe les conneries qu'il fait, ou voilà, et la vie qu'il mène, peu importe, mais c'est ce qui va en principe lui permettre d'atteindre une, un âge adulte et puis un âge de sagesse. Si normalement, si tout se passe comme il le faut, voilà, c'est ça. Et à ce moment-là, voilà, il aura bénéficié de toutes les expériences et de toutes les époques, de son époque bébé, de son époque enfant, de son époque pré-ado, ado, adulte, etc. On ne peut pas être autre chose. En fait, voilà, l'humanité ne peut pas être plus en avance que ce qu'elle est. Elle est actuellement, on pourrait presque croire qu'elle sort à peine de son adolescence. On pourrait, si on l'assimile à l'évolution d'un individu, on pourrait dire qu'elle est dans son adolescence. Voilà, au moins les dominants qui la dominent. Le monde occidental, on pourrait dire que c'est encore lui qui trace la route. Et il est très jeune, hein, c'est les Américains, voilà, c'est quelques siècles. C'est des gamins par rapport aux sociétés traditionnelles des Hébreux, des Perses, des Égyptiens, des Aborigènes, etc. Donc, il est dans un état. On est guidé, en somme, par un adolescent qui rentre dans l'âge adulte, quoi, tranquillement. Voilà. Et qui, pour l'instant, a passé son temps à dire non, à dire à son père, les sociétés traditionnelles, je ne veux pas entendre parler de ton point de vue, tes idées spirituelles, tout ça c'est dépassé, ça sert à rien, c'est pas le monde, il est matériel, Dieu n'existe pas, voilà, on n'a pas besoin de ton point de vue. Et progressivement, là, il commence à revenir et à dire, bon, donne-nous un peu ta science, ta médecine, tes idées, tes points de vue, etc. Ta façon de vivre en harmonie avec la nature. Euh, voilà, peut-être que c'est pas si bête. Voilà, comme un adolescent finit par dire à son père, bon, ouais, une fois qu'il a compris qu'il rentre en adolescence, dans le monde adulte, il dit bon, ce qu'il me disait mon père, c'était pas si bête, etc. Et finalement, il finit par adopter les grandes valeurs de son père, tout en important sa, sa nouveauté. Et c'est ce que c'est ce que fait le monde occidental
matérialiste, il amène progressivement, ça aussi l'amène à l'humanité ce qu'il a de bon, quoi. Hein, voilà, hein, il n'y a pas. Le monde est ainsi fait. C'est cet adolescent qui nous mène, ou voilà, post-adolescent, je ne sais pas comment on pourrait dire, euh, c'est, il est dans la logique de l'humanité. On ne peut pas retrancher, on peut critiquer sa façon sourde de dialoguer avec son père, mais voilà, les choses se font ainsi. Bref, voilà, n'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous sentez que ces vidéos sont utiles pour l'humanité, de vous abonner parce qu'il paraît que c'est important, et je vous signale que je suis en compétition avec les 20 plus grandes, les 20 meilleures chaînes où il y a le plus d'abonnés. Hein. Donc voilà, on est 101 actuellement, peut-être 102 maintenant déjà. Et voilà, on vise quand même les 20 millions d'abord pour atteindre le top du chart français. Là. Alors j'ai regardé un petit peu il faut en battre hein, quelques-uns. Hein. Bon, il y a du monde là, hein, dans le truc. Bon, et après, il faut qu'on arrive donc en haut du chart, hein, parce que pourquoi pas, après tout, on ne va pas s'arrêter en cours de route. Voilà, on va monter la philosophie naïve, philosophie naïve, et peut-être, comment on pourrait dire, un mot qui dit qu'elle est archaïque, ou qu'elle est non pas archaïque, mais qu'elle est brouillonne. Ouais, brouillonne, ça serait pas mal. Bon, bref, en haut en haut du chart sur Google et sur YouTube. Voilà. Bon, après ces premières digressions un peu, voilà, un peu folles, là, je commence ma lecture. Alors, son travail de débroussaillement le conduit dans des zones historiques hétérogènes. Il le complétera bientôt par de minutieux exercices d'assouplissement des concepts logiques qu'il veut plier aux exigences des phénomènes humains, et il procédera de plus en plus fréquemment à l'assemblage de ces découvertes et à leur systématisation. C'est un peu, malheureusement, alors je découvre en même temps que je lis, c'est un peu malheureusement aussi ce que je fais. Je veux plier les choses à la mécanique universelle, quoi, à l'entrée. Voilà, pour moi, l'humanité, il n'y a pas d'autre solution. C'est comme ça, c'est établi dans mon esprit. L'humanité va vers son ultime perfection, la paix universelle, l'amour du prochain absolu, la- un monde parfaitement écologique, et surtout l'accession à l'extase, à la fusion avec le divin facile, ce qui ne l'est pas encore. C'est pas facile à vivre. Donc, euh, mais j'explique tout ça sur la mécanique universelle. Donc, euh, et évidemment, comme je suis convaincu, je veux plier les choses à ça. Pour l'instant, pour moi, ça fonctionne. Mais attention, c'est un point de vue, c'est mon point de vue. Hein. Voilà, donc j'accepte toutes les contradictions. Et d'ailleurs, j'aimerais bien faire des vidéos en direct pour pouvoir répondre à des questions ou à des contradictions. Voilà, parce que je pense que c'est important de faire, pour cette théorie, qu'elle soit confrontée un petit peu à des contradictions. Voilà. Alors, je continue. Il se prépare ainsi à composer la phénoménologie de l'esprit. Son projet est tout à fait inédit. Décrire le processus typique de formation de la conscience.
Il s'agit de présenter la suite des expériences indispensables qui, à partir d'un état de torpeur primitive, font accéder l'homme à la pensée philosophique moderne. Alors voilà, je crois il a été analysé à partir de l'histoire des sociétés, mais pas en prenant euh, le, la vie d'un homme. Je ne sais pas, hein, parce que je ne connais pas suffisamment l'œuvre de Hegel. Je la connais qu'à travers des livres comme ça de simplification. Mais je ne sais pas du tout ce qu'il pensait. S'il a adapté son évolution vers un esprit supérieur, toute sa phénoménologie, avec l'image de l'évolution d'un être humain qui commence dans bébé. D'abord, il est dans le ventre de sa mère, donc dans une sorte de fusion de bonheur, voilà. Si la mère est dans des conditions de bonheur suffisantes aussi, hein, c'est clair. Mais il est dans cet état-là, puis il apparaît, il est bébé, euh, sa conscience est d'abord archaïque, basique, on va dire. Il est dans la sensation, dans ces choses-là, puis sa conscience va se développer, etc. Et en principe, voilà, passer par toutes les étapes dont j'ai parlé avant, pour atteindre une conscience de sagesse. Et c'est ce vers quoi l'humanité va. Voilà, à la fin, c'est... Alors donc, elle sera en somme vieille, l'humanité, dans ce sens-là. Je ne sais pas comment ça sera géré, comment les êtres, comment nos frères humains qui après nous viendront, géreront cette humanité dans 2, 3, 400, 4 siècles. On peut pas l'imaginer, pas plus que pouvait imaginer ce qu'on vit, le, comment vit une personne actuelle dans le monde occidental, par exemple, les Hegel, voilà, les gens qui vivaient à l'époque d'Hegel ou 200 ans avant, ils ne pouvaient jamais imaginer ce qui allait, les découvertes qui allaient être faites, qu'un jour il y aurait Internet, etc. Toutes ces choses. Voilà. Donc c'est la même chose. Alors je continue. Il se prépare, ça je l'ai lu, euh, voilà, pour lui, la pensée philosophique moderne, c'est le plus haut degré. Et c'est là où je suis en contradiction avec Hegel. C'est pas le plus haut degré. C'est le plus haut degré technique, c'est le plus haut degré matérialiste, mais c'est pas le plus haut degré de la pensée. Euh, le plus haut degré, il a été découvert par toutes les grandes spiritualités déjà. Elles ont toutes découvert l'art de dépasser la mort, par exemple, chose que le matérialisme cherche à atteindre avec les Elon Musk, etc., tous ces scientifiques qui veulent repousser la mort et qui pensent que même ils ont celui qui vivra 2000 ans ou 1000 ans est déjà né. Peu importe de vivre 1000 ans, si on est dans la crainte de la mort, ça a aucun intérêt en réalité. Ça en a bien sûr il faut continuer à chercher dans ce sens, etc. Mais la victoire sur la mort, les spiritualités, les grandes spiritualités l'ont compris avec l'éveil, le samadhi, l'extase, etc. La béatitude, la devekut, etc. etc. Toutes ces choses, les grandes spiritualités ont compris ça. Euh, Simplement, il faut qu'on fasse évoluer aussi la technique, les soins, le médical, les ci, les ça. Tout ce qu'on est en train de faire évoluer, tout ce que l'homme s'acharne à travailler, et va travailler encore 100, 200, 300, 400 ans. Je ne sais pas combien de temps, jusqu'à ce qu'il ait atteint la perfection, tout simplement, son ultime perfection. Voilà. Mais à ce moment-là, le plus haut degré,
la pensée philosophique la plus haute, c'est pas la moderne, c'est la spirituelle. Voilà. Mais une spiritualité qui est détachée des affres du religieux. Je continue ma lecture. Au cours de cette genèse longue et douloureuse, c'est fou parce que je découvre en même temps que je lis, et voilà, j'ai écrit sur la mécanique universelle que dans la transformation, la chrysalide d'un primate naturel en homme constructeur que nous sommes, et nous allons vers l'humain abouti, voilà, c'est comme ça que je l'explique. Je parle exactement de ça, de la douleur, de la difficulté de traverser, de passer. Cette chrysalide, elle est très difficile. Et toutes nos pathologies, narcissisme, euh, euh, toutes nos pathologies, névroses, psychose, mince, pardon, purée, désolé, névrose, psychose, toutes les schizophrénie, machin, toutes nos pathologies sont liées à la difficile transformation d'un primate en humain. Et on ne pouvait pas ne pas avoir ces pathologies qui n'existent pas dans le monde animal. Mais parce que nous changeons, nous passons des lois de la nature aux lois de la culture, dans cette transformation, il y a une difficulté majeure parce qu'on doit abandonner des pulsions. Voilà, le primate naturel, il n'a pas, s'il veut prendre quelque chose à son subordonné, il le prend et personne ne lui dit rien. Si l'autre se révolte, il lui donne un coup de dent et c'est tout. Ça s'arrête là. Donc ça, c'était dans notre nature. Et il faut le brimer, il faut l'opprimer, il faut le contraindre, il faut l'étouffer. Et cet étouffement est hyper compliqué. C'est pour ça que normalement, l'étouffement, étouffer cette pulsion, par exemple, pour rester sur cette pulsion-là, quand on étouffe cette pulsion, on est dans la névrose, on se fait du mal à nous-mêmes. On aimerait prendre ce qu'il a, notre voisin, on aimerait montrer de la jalousie, on aimerait nous révolter contre le plus qu'il a, etc. Mais on va l'intégrer, on va à travers... Et c'est la névrose, on va se faire plutôt du mal à nous-mêmes, on va avoir... ça va être un peu des angoisses. C'est dans ce film merveilleux et qui a été sans doute fondamental, même si j'ai rien compris quand je l'ai vu. Je l'ai simplement englobé, je l'ai simplement englouti, comme je le fais avec les choses. Et puis après, ça revient, ça apparaît. C'est vraiment assez étonnant ma façon de comprendre les choses, je suis incapable d'analyser sur le moment un film ou quoi que ce soit, mais j'en comprends toute la logique de façon intuitive, quoi, mais pas de façon mécanique. Et ce film, c'est Mon oncle d'Amérique de... bon, voilà, Mon oncle d'Amérique. Vous le retrouvez, qui c'est. Et c'est exactement ça. L'homme se fait du mal à lui-même parce qu'il ne trouve pas la clé. Évidemment que s'il allait lui mettre un coup de poing, un truc comme ça, s'il allait se venger ou faire un truc, il défoulerait son truc et il ne se ferait pas du mal. Mais c'est pas ça. L'évolution de l'humanité, la norme, c'est d'être dans la névrose. Pour moi, la névrose, voilà, on ne renvoie pas le mal. Le narcissique, le narcissisme, la névrose, c'est la norme. On va trouver la solution pour souffrir le moins possible d'une frustration et on va avaler cette frustration, on va la vivre et on va passer au-dessus. Et voilà, bon ben, ok, il a quelque chose que je convoitais et c'est lui qui l'a eu, ben, je passe à autre chose et je fais, voilà, on va s'acclimater sur cette chose-là. Donc, et la névrose conduit à la sainteté, en somme, pour moi. Le narcissisme, il va vouloir vivre ce truc primate
il veut le truc de son congénère, ou il veut se venger ou quoi que ce soit, il va trouver la solution de le faire dans les règles, dans les normes, tout en restant dans la légalité. Mais il va humilier, il va faire quelque chose, il va trouver une solution pour défouler ce truc-là, pour pas vivre cette souffrance, pour pas avoir cette frustration, et il va la défouler. Le psychopathe, qui est le narcissisme, mais en tant que transgressant, il va pas se gêner, il va transgresser, il va aller se venger, il va faire un truc hors la loi sur le truc. Voilà. Et tout ça, c'est des pathologies qui sont liées à cette transformation de l'animal en homme, où on doit obéir à des règles, on doit obéir à la loi, etc. etc. Et c'est quelque chose qui engendre toutes nos pathologies et qui sont normales, quoi. Voilà, il n'y a pas de saint d'esprit finalement dans l'humanité. On est tous porteurs d'un peu de pathologie, quelle qu'elle soit. Voilà. Et on va vers ce soin de la pathologie. Je ne sais plus où je voulais en venir. Mais bon, voilà, vous avez compris la base de ce que je pensais. Alors, au cours de cette genèse, alors, au cours de cette genèse longue et douloureuse, la conscience se saisit sous les aspects les plus variés et elle récuse successivement toutes les images provisoires qu'elle se donne d'elle-même. Toutefois, la conscience actuelle reste hantée par les étapes de cette évolution, ne se détache pas globalement de son passé, et dans cette affaire, ce qui est intéressant, c'est le mouvement tout entier. La phénoménologie dresse le répertoire de tout ce qu'une conscience doit faire pour se faire. Nous sommes loin de la construction mécanique à laquelle procédait Condillac. Pas de statue froide et dure, mais une activité qui se déploie, un effort pour dépasser toute acquisition partielle, pour briser toute entrave et toute habitude, pour monter toujours plus haut. Le travail d'appropriation de la conscience importe plus que ce qu'elle gagne. Eh bien ça, c'est intéressant. Dans cet élan, chaque conscience, malheureusement, là, par exemple, j'ai lu, mais avec mon esprit qui pensait à tout à fait autre chose. Donc j'ai lu, mais mon esprit était ailleurs. Donc je ne peux même pas l'analyser parce que je l'ai lu juste par superficialité. Dans cet élan, chaque conscience individuelle emprunte le chemin de culture tracé par toute l'humanité. Incroyable. Et c'est exactement comment j'ai construit, bâti la mécanique universelle. J'ai trouvé la fin, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Cette phrase, je l'ai imaginée, je l'ai posée sur un papier. Ça a bouleversé mon existence et à partir de là, j'ai dû réemprunter tout le chemin que la philosophie et que la religion avaient tracé. Je m'en suis rendu compte, j'ai dû passer, je pensais que des choses étaient novatrices, par exemple, et puis en lisant Platon, en lisant, etc., Plotin, en lisant, j'ai vu que ça avait, c'était là, quoi, c'était là, tout était là, d'une certaine façon. Donc, mais en utilisant des raccourcis et en profitant des aménagements. Voilà, évidemment, j'ai moi aussi profité je parle de la mécanique, hein, j'essaye d'expliquer aussi en même temps comment elle s'est construite, etc., de peaufiner tout ça. Hegel pressent la loi fameuse, mais pour l'appliquer seulement à l'esprit.
L'ontogénèse reproduit la phylogénèse. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que c'est l'ontogénèse. Je ne sais pas ce que c'est la phylogénèse. Donc j'espère que vous avez le temps d'aller chercher ou que vous connaissez exactement ça. Ce qui caractérise l'esprit de ces œuvres, l'esprit et ses œuvres, c'est que chacune de leurs structures retient quelque chose de leur genèse. Le chemin spirituel se parcourt lui-même, s'emporte avec soi dans son cheminement et persiste, intériorisé dans la dernière étape. Mais bien sûr, et c'est comme, voilà, l'homme, euh, nous avons du primate toutes nos pulsions, le désir de nous affirmer aux dépens de nos congénères, le désir de domination, le processus de soumission, etc., etc. La prédation, on a tout ça en nous. Et c'est quelque chose qu'on doit perdre progressivement pour atteindre l'humain abouti. Voilà, c'est simple, très simple. Et donc, on a intériorisé aussi la dernière étape, en définitive. Parce on sait qu'il y a du sens à l'humanité. Et il est important de l'extérioriser, cette dernière étape. Donc, de faire comprendre que l'humanité va vers son ultime perfection, la paix universelle, etc., etc. Il va falloir que ça passe dans la conscience, à mon sens, voilà, de l'extérioriser. Mais intuitivement, on est tous d'accord avec ça, je pense. Voilà, la plupart des gens, quand je parle de ça, évidemment, ils n'y avaient pas pensé. L'humanité est destinée à atteindre sa perfection, ils ne s'étaient pas posé la question. Mais dès que ça vient à leur esprit, ah ben ouais, bien sûr, c'est vrai, c'est logique, c'est tellement logique. Donc je continue. Sa propre manière de voir égale la comprise comme le résultat d'une longue préparation. Ce que nous le sommes historiquement. Lorsque nous nous retournons vers le passé, nous ne pouvons plus le capter comme ceux qui le vivaient, puisqu'il nous a poussés plus loin qu'eux et qu'il a ainsi décentré notre perspective. Bien sûr, simplement, on peut y aller par l'empathie. L'empathie, et puis l'histoire, et puis les découvertes, et puis etc. Mais l'empathie peut nous permettre de comprendre comment se comporter les trucs. Et un jour, on aura découvert, je pense, la, la- le moyen d'entendre les Grecs, par exemple, en train de parler dans les ateliers de potiers, dans leur n'importe où, à partir de poteries ou à partir de choses qui auront imprégné la voix des êtres humains. Je pense qu'on aura la lecture de ce qui s'est passé. L'humanité aura trouvé le moyen de réécouter, de comprendre et de mettre le passé au présent. Voilà. Ça, c'est qu'une intuition, hein, mais comme toutes les intuitions qui me traversent, elles deviennent des certitudes. Je suis désolé pour vous, hein, parce que ça fait beau. Voilà, c'est un peu ma nature comme ça. Mais il n'en subsiste pas moins dans notre présent. La machine la plus moderne garde quelque chose de l'instrument primitif qu'elle abolit et qu'elle ridiculise. Et les grands, voilà, ridiculiser, c'est dommage, c'est pas le bon terme. Et les grands créateurs contemporains se sont formés auprès d'ancêtres auxquels ils n'avaient aucune envie de s'identifier. Homère et Voltaire, Platon et Diderot, Euclide et Galilée, Phidias et Léonard de Vinci. Bien sûr, alors ridiculiser, mais bien sûr, on peut, voilà aussi, ça fait partie du jeu. C'est juste, j'aime pas ces termes, mais bon. Décrire la lente éclosion de la conscience, d'abord enfouie dans la substance dont elle ne se distingue pas, puis se détachant, se cultivant individuellement et collectivement, et afin de parvenir
à se réapproprier cette substance et à se réunir à elle-même, mais cette fois dans la maîtrise de la clarté. Retracer toute cette conquête sans oublier aucune des batailles ni aucune des diversions jusqu'à la prise de la dernière citadelle, le savoir absolu. La tentative hegélienne était follement ambitieuse et trahissait une sorte de démesure philosophique. Oui, c'est vrai, mais c'est ce qui fait toute la beauté de son œuvre. Et donc là, je ne sais pas s'il en parle, mais apparemment il veut pas en parler, mais c'est le moment du maître et de l'esclave, du maître et du serviteur, en somme, qui se joue dans cette partie-là. Et après, bon, bien sûr, le savoir absolu, à mon sens, c'est l'extase. Dans l'extase, on incarne le savoir absolu. On n'est pas, c'est pas verbalisé. On ne dit pas, voilà, quand on est en état d'extase, on ne va pas rabâcher, on ne va pas sortir Dieu, c'est ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est tel, c'est les atomes, le monde est comme ça, derrière l'univers il y a ça, derrière le mur de Planck, c'est pas ça du tout. Mais on est, chaque centimètre de notre corps, chaque organe de notre truc est en direct avec le savoir absolu, est en connexion avec tout, avec le tout. Et c'est ça ce savoir absolu. Il est organique, il est charnel, il est, euh, comme dit Michel Henry, pardon, l'incarnation, pardon, oh purée, ah ben, ça, ben, c'était assez curieux là, ce qui s'est passé, pardon. Donc, le savoir absolu, la tentative hegélienne, donc, l'œuvre achevée comble-t-elle les vœux du philosophe? Il est difficile de le dire. Moi, je dirais oui. Mais bon, des circonstances fâcheuses ont contrarié sa réalisation, et déjà les pénibles conditions matérielles dans lesquelles Hegel travaillait. Le pauvre, le pauvre. Mais il a amené au bout son travail. Ça, j'en ai vraiment la conviction. Parce que c'est un flot de, voilà, il a attrapé le fil euh, pour avoir vécu quelque chose de similaire. Il a attrapé le fil et après c'est remonté, boum boum. Il comprend tout, tout s'éclaire. Donc il a compris le mécanisme, quoi. C'est clair. Voilà, c'est nous qui le comprenons pas. Et c'est notre révolte sur plein d'éléments de Hegel qui font que la philosophie contemporaine ne veut pas donner de l'amour à cet être humain, quoi. Pour des raisons X ou Y, je ne sais pas. Mais c'est vraiment une question ou de jalousie, ou de, je ne sais pas. Mais enfin, c'est pas vraiment, on le met de côté, quoi. Voilà. Le monde contemporain le met de côté. Et à mon sens, c'est pas juste. Voilà, c'est pas juste, c'est pas beau. Bon, voilà, je vais arrêter là sur pour cette vidéo. Mais une suite va arriver assez rapidement, je pense, parce que j'ai envie. À bientôt.